Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. La mésaventure fait partie de l'aventure et il y a des galères, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des difficultés, il y aura des moments où c'est même plus de la motivation qu'il faudra, c'est au-delà. Et oui, j'ai eu des moments extrêmement compliqués. J'ai traversé 3 déserts, il y a eu des traversées de déserts très compliquées avec des déshydratations, j'ai eu des hallucinations. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Une passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui, à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et ce que je préfère, c'est évidemment encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Aujourd'hui, je reçois un athlète solitaire qui part à la rencontre des autres et de soi-même. Quentin Clavel se définit comme un aventurier. Il a déjà réalisé la traversée de l'Afrique à vélo, la traversée de la Patagonie à pied, le Tour de France à vélo et bien d'autres aventures. Ses exploits sportifs sont un moyen pour lui de se dépasser, de se reconnecter à la nature et à ses besoins. Il passe la moitié de l'année en aventure et l'autre partie de l'année, il travaille dans l'événementiel sportif. Un équilibre pas toujours évident à trouver. Pour moi, le sport est une histoire de partage, mais pour Quentin, l'aventure se vit bien souvent seul. Alors à quoi ressemble son quotidien quand il est à l'autre bout du monde ? Comment prépare-t-il ses expéditions pour éviter la déshydratation en plein cœur du désert ? Un épisode passionnant qui donne envie de gravir des montagnes. Je te souhaite une très bonne écoute et ensemble, vibrons plus fort. Avec mon invité du jour, on se connaît depuis l'enfance et moi j'adorais aller chez lui pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y avait toujours une odeur de brioche chez lui et c'est la brioche qu'on appelle la pogne de son côté des Alpes et ça embaumait la maison. Sa maman, elle en faisait systématiquement quand on allait chez lui. Et surtout ce que je préférais, et ça il ne le sait pas, c'était choisir ma tenue parce que je faisais toujours en sorte qu'elle soit aux couleurs de l'Olympique Lyonnais pour essayer de provoquer Quentin, fervent supporter de l'AS Saint-Étienne. Mais à l'époque, avec son calme olympien, ça marchait jamais. Et aujourd'hui, on va pas parler de cette rivalité, mais bien des aventures sportives et humaines de Quentin. Je suis très heureuse de te recevoir dans Tribune et Podium. Bonjour Quentin. Bonjour Solène. Je suis ravie que tu sois là pour nous parler de tes aventures. Déjà, pour te présenter aux auditoristes du podcast, est-ce que tu peux me dire en une phrase ce que c'est ton activité sportive ? Eh bien, je pense qu'on peut le résumer en disant que c'est l'aventure globale. Moi, j'aime partir en aventure, donc ça peut être simplement se mettre en mouvement par le biais d'un moyen physique. Moi, c'est beaucoup axé sur le vélo, sur la course à pied, la marche, le kayak, et surtout sur des temporalités qui peuvent être assez longues. Donc, je pars plusieurs mois en général sur des aventures qui peuvent être soit en France, soit éloignées. Mais voilà, j'aime ce sentiment de liberté, j'aime ce sentiment de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes et de le faire par le biais d'un effort physique. Et alors, est-ce que tu peux te présenter toi, en dehors des montagnes et du vélo ? Oui, alors du coup, Quentin Clavel, j'ai 29 ans, je suis originaire du Nord-Isère, du Dauphiné. Donc j'ai toujours été en lien avec la nature, avec la montagne. Tu vois, ça revient rapidement. Hein. Et j'habite actuellement en Savoie. Je suis donc aventurier, mais c'est pas du tout mon métier. C'est plutôt une passion, quelque chose qui brûle en moi. Et mon métier, c'est de travailler dans l'événementiel sportif. Donc je suis à mon compte en freelance. Je travaille 4 à 5 mois dans l'année. Et le reste du temps, je pars à l'aventure, ou je prépare des aventures, ou je parle de mes aventures. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que ça représentait, le sport chez toi, petit Ouais, très rapidement, j'ai fait du sport en fait sous l'impulsion notamment de mon père qui était et qui est toujours d'ailleurs très sportif. Lui, il a beaucoup fait de course à pied. Donc moi, j'ai mes souvenirs d'enfance où je le voyais partir en courant et revenir transpirant, puant, mais content d'avoir fait un effort sportif. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans. On l'a beaucoup accompagné dans des compétitions, etc. Mes premiers sports, c'était pas forcément de la course à pied. J'ai commencé quand j'étais vraiment tout petit par de la gymnastique. Et il y a très peu de gens qui le savent, ça, finalement. J'ai dû faire 2 ou 3 années de gymnastique. Et puis après, je me suis rapidement mis au foot. J'ai fait 6 ou 7 ans de foot. Donc d'abord, moi j'ai grandi mes premières années dans la Loire. Donc j'ai fait 6 à 7 années de foot dans la Loire.
Et après, on a déménagé dans le Nord-Isère et j'ai continué mes années de foot dans le Nord-Isère. Et puis, au bout d'un moment, c'était à la sortie du collège et au début du lycée, je me suis mis à l'athlétisme et je suis rentré en sport-études. J'ai fait sport-études athlétisme mes années de lycée. Et après, globalement, en fait, j'ai continué la course à pied. J'ai toujours aimé aussi beaucoup le vélo, donc je faisais beaucoup de sport, axé un petit peu compétition. Et puis, plus tard, j'ai lâché la compétition pour aller sur des choses qui m'animaient dans les valeurs du sport, c'est-à-dire se dépasser, voir des nouvelles choses, etc., sans forcément l'avoir avec un dossard. J'avais plus ce besoin d'avoir un dossard pour me dépasser. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait le lien avec l'aventure. J'ai toujours aimé être dehors, j'ai toujours aimé me dépenser et je pense que inconsciemment, je m'en rendais pas forcément compte, mais cette flamme de l'aventure que j'ai actuellement aujourd'hui, ce besoin de liberté, ce besoin d'aller voir de mes yeux ce qui se passe ailleurs, est probablement né pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce que ça te fait ressentir de faire du sport? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'en faire, tu vois? Je pense vraiment que ça dépend si on parle en aventure ou dans notre quotidien ici en France, parce que moi j'ai vraiment 2 périodes de l'année distinctes, où j'ai ma période en mode aventure, où là c'est vraiment, je suis dans ma bulle, et voilà, c'est ma vie finalement. C'est quelque chose de très basique, c'est un retour à l'essentiel, c'est juste avancer, manger, dormir, et voilà, juste avancer dans ce cadre-là en faisant du sport. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime, vraiment quand je suis sur sa période d'aventure, ça m'anime parce que c'est un retour à l'essentiel et je crois que j'ai besoin de ce retour à l'essentiel. Et je le contrebalance avec ma vie en France, qui est une vie extrêmement confortable, extrêmement luxueuse, comme on l'a tous dans notre société, extrêmement matérialiste. Et donc là, je fais du sport, mais j'en fais beaucoup moins que ce que je fais en aventure, puisqu'en aventure, je suis vraiment tous les jours 8-10 heures sur mon vélo, à pied ou autre. Là, c'est vraiment plus... je prends le confort et je m'entretiens physiquement, donc j'aime toujours aller courir, aller faire du sport, etc. Mais voilà, c'est deux pans de ma vie très différents qui permettent finalement de m'équilibrer. C'est-à-dire que ma vie là actuellement, qui est très confortable en France, je pourrais pas l'avoir toute une année. Et ma vie telle que je l'ai en aventure, c'est pareil, je pourrais pas l'avoir toute une année. Et donc j'ai besoin d'avoir ces 2 temporalités dans l'année pour pouvoir m'équilibrer. Et donc finalement, j'ai 2 façons de faire du sport, 2 façons de... Très ultra ou alors un peu plus rythme classique, on va dire. Exactement ça. C'était quoi Est-ce que tu te souviens des rêves du petit Quentin quand il commence à faire du foot ou de l'athlé? Est-ce que c'était déjà... est-ce qu'il y avait un peu un truc de si je pouvais vivre du sport, ce serait fou, si je pouvais faire ça toute ma vie, ou c'était juste le sport, c'est normal, c'est ce qu'on m'a dit dans ma famille Non, je pense pas que j'avais des rêves d'enfance, d'adolescence liés au sport. J'avais des mythes sportifs, des personnes que j'admirais, que j'adulais, qui étaient des grands sportifs ou autres, qui avaient des performances ou des approches du sport qui étaient hyper intéressantes. Mais je pense que le Quentin Clavel, qui a 8, 10, 12, même 15 ans, s'imagine pas du tout devenir aventurier, faire du sport sa vie ou autre. Non, probablement qu'il pensait vivre au contact du sport. Faire du sport ou transmettre du sport, être prof de sport, peu importe. Je pense que j'avais vraiment besoin d'axer mon futur autour de ce pilier sportif-là. Mais je suis pas sûr que je m'imaginais être sportif de haut niveau, ou je m'imaginais être aventurier, ou je m'imaginais vraiment dans cette optique-là, quoi. Le sport faisait partie de ma vie. Je pense que comme un petit peu n'importe qui aime le sport en se disant voilà, je vais évoluer, puis peut-être que j'aurai des objectifs de faire un marathon, des objectifs sportifs, et que je m'entraînerai pour ça, quoi. Mais pas du tout, je pense que quand j'étais petit, j'avais pas du tout cette optique-là. Et au final, en choisissant l'événementiel sportif en termes de métier, ça te met aussi un pied dans les gros événements sportifs. Enfin, toi, tu as été sur le Tour de France, tu as été sur Roland-Garros, il me semble. Donc, c'est aussi des choses que tu as vécues de l'intérieur d'une autre manière qu'en tant que sportif, quoi. Exactement. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a permis de... J'ai aimé en fait être au contact de ces sportifs-là. J'ai aimé être au contact des événements, de voir un petit peu tout ce qui est autour de ces sportifs, toutes les équipes, les teams, comment ils évoluent, comment ils s'entraînent, comment ils sont en compétition, etc. Et du coup, je pense que ça m'a permis d'assouvir cette soif de sport, d'être en proximité avec le sport, et peut-être de l'avoir avec une telle proximité m'a pas forcément donné envie d'être ces sportifs-là, d'incarner ces sportifs-là. J'étais très content d'être un rouage, un maillon finalement de la chaîne événementielle pour faire en sorte que on puisse organiser des Tours de France, des Roland-Garros, des 24 heures du Mans, peu importe, des gros événements. Ça me faisait extrêmement plaisir, ça me fait toujours vibrer d'être dans ces organisations-là.
mais pas forcément d'être sur le devant de la scène, pas forcément d'être à la place de ces sportifs-là. Peut-être que de travailler avec ces gens-là ou en contact de ces gens-là m'a permis de me dire, j'assouvis ce besoin de sport, de proximité avec le sport, mais m'a permis aussi de me faire comprendre que je voulais pas forcément faire ça, quoi. Donc septembre 2019, je viens de terminer mes études. Donc j'ai effectué des études dans la communication, l'événementiel, un master management du sport. J'ai une alternance auprès d'une très grosse entreprise du foot français, à la Ligue de foot professionnelle, qui me fait une ouverture de poste. J'ai travaillé pour le Roland-Garros, j'ai travaillé pour le Tour de France. Et à ce moment-là, moi, mon unique objectif de vie, c'était de réussir mes études. Et on est en septembre 2019 et je reçois donc cette feuille en papier qui est mon diplôme, qui m'indique que voilà, j'ai mon master et donc pour moi c'est le symbole de la réussite de mes études. J'ai eu des bonnes expériences professionnelles et à partir de là, je considère avoir réussi cet objectif. Et en fait, j'avais pas imaginé plus que ça, j'avais pas imaginé plus loin que ça. J'étais uniquement dans l'optique de réussir mes études et pour moi, voilà, c'était la finalité, je les avais réussi. Et une fois que j'ai eu ce petit bout de papier dans la main, je me suis dit, et maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Les études, voilà, c'est fait. Et maintenant, j'avais même pas vu si c'était derrière un CDI, derrière, je savais pas du tout, quoi. Et donc, je suis arrivé à ce carrefour de vie-là, de me dire, c'est soit je continue dans la lignée de cette vie, une vie plutôt normale au sens de la norme. Et en même temps, une vie qui pourrait faire rêver pas mal de personnes. Complètement. Une vie qui est très, très chouette, c'est une belle aussi perspective, où donc j'accepte cette ouverture de poste, je reste à Paris, j'avais ma famille, mes amis, ma copine, un appartement, j'avais un cadre de vie qui était très sympa. Donc soit je m'engouffre dans cette voie-là, soit je vais dans une autre voie qui est un peu la voie, un peu de la folie, de tout quitter, de refuser cette ouverture de poste, alors que je me souviens, toutes les personnes de ma promo rêvaient de ce poste-là. Tout le monde me disait, mais vas-y, c'est la voie royale, tu t'es donné les moyens d'y aller, vas-y. Et donc, soit je quittais tout ça, mon poste, ma famille, mes amis, mon appartement, ma copine, tout, et je partais en fait assouvir ce petit soupçon d'aventure ou de voyage que j'avais envie d'assouvir, que j'avais pas eu pendant mes études. Et donc, j'ai choisi cette voie-là, cette voie un peu de la folie. Et j'ai tout quitté, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Donc, je pense qu'on pouvait pas faire plus loin. Je suis parti en Nouvelle-Zélande pour 1 an. Pour toi, c'était, parce que tu dis que tu as tout quitté, c'était obligatoire, en fait, pour vraiment marquer le changement de vie, c'était obligatoire qu'il reste, entre guillemets, plus personne de cette vie d'avant? Complètement. En vrai, c'était vraiment ça. J'avais la sensation, en fait, que c'était un chapitre de ma vie que j'avais eu avant. Et comme si j'avais besoin de marquer vraiment une frontière entre ces deux chapitres de vie. Et donc, ouais, ça a été très brutal parce que pratiquement du jour au lendemain, j'ai mis fin à tout ça, à toute cette vie-là. Mais je voulais, en fait, marquer une rupture et comme tourner la page de cette vie-là pour en ouvrir une autre, en fait. Donc, ça a été brutal, ça a été soudain et je sais pas si c'est la meilleure des décisions, mais en tout cas, c'est celle que j'ai prise et qui m'a permis donc d'aller en Nouvelle-Zélande et de vivre une année donc via un visa vacances-travail, une année extraordinaire, surtout que ça tombait sur la période du Covid. Donc j'ai eu la Nouvelle-Zélande entre guillemets pour moi. Beaucoup de gens sont rentrés dans leur pays. Moi, j'ai pu visiter la Nouvelle-Zélande comme rarement, avec très peu de monde. Je m'étais acheté un van. J'ai travaillé 6 mois dans l'année, pas en continu, et j'ai voyagé 6 mois de l'année. Et donc en fait, ça a été un vrai déclic. Parce que quand je suis revenu, je me suis dit, j'ai envie de revenir en France, j'aime mon pays, j'aime l'événementiel, ça me manquait. Et je pense que grâce à cette année-là, j'ai pu trouver un équilibre de vie en me disant, voilà, je vais me mettre à mon compte dans l'événementiel, je vais travailler tant de mois dans l'année, et le reste du temps, je vais partir à l'aventure. C'est vraiment les prémices, parce que ce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, même si c'était pas une aventure, c'était plutôt un voyage, mais ça a permis de me dire que ce mode de vie-là, il est possible, et que j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai pas envie, moi, de travailler toute une année. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment 2 phases de mon année qui sont distinctes. J'ai pas envie de travailler toute une année, j'ai pas envie de partir à l'aventure toute une année, et j'ai envie de trouver un équilibre entre les deux, et me mettre à mon compte en freelance dans l'événementiel me permettait ça. Donc en revenant, j'ai directement pris mon statut, démarché les différentes agences, mon réseau, etc. Et je me suis engouffré dans ce mode de vie-là. Donc ouais, septembre 2019, ça a été le carrefour de vie et le point de départ qui m'a amené vers la Nouvelle-Zélande et ensuite
vers cet équilibre de vie que j'ai actuellement. Je pense que j'ai besoin de marquer une rupture, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de découvrir. J'ai très peur du regret et j'avais extrêmement peur de m'engouffrer dans une vie entre guillemets classique et de regretter au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, je sais pas, mais de regretter de ne pas avoir eu cette impulsion-là, de prendre ce risque-là de partir. Mais quand je pars en Nouvelle-Zélande, je suis pas dans l'optique de devenir aventurier 2 ans plus tard, de traverser l'Afrique, traverser la Patagonie, pas du tout. Je suis juste dans cette optique-là de me dire, bah, je pars 1 an, je vais assouvir ce besoin de voyage, de voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre de mes yeux, d'ouverture d'esprit aussi. Et je reviendrai, et quand je reviendrai, on verra ce qu'il en est, quoi. Donc, je pense que c'est un coup de tête, mais c'est un coup de tête qui est réfléchi et qui est motivé par cette notion de me dire, je veux pas regretter à un moment donné de ma vie de pas l'avoir fait. Donc, et si jamais, au bout d'1 mois en Nouvelle-Zélande, je ne serais pas plus du tout, je serais revenu. Enfin, c'est OK. En 2025, à l'heure où je parle, je suis vraiment OK avec l'idée de me dire, bah, même si j'ai un objectif, je me lance. Si je me rends compte que ça me convient pas, que ça me plaît pas, et bah, c'est OK. Et soit je réajuste ma trajectoire, je réajuste mon aventure, mon voyage, peu importe, et je vais dans quelque chose qui me semble être mieux. Soit je rentre, je reviens et il y a pas, tu vois, d'échec ou autre. C'est vraiment axé sur toi, sur soi-même. Et donc, je pense en Nouvelle-Zélande, j'étais parti 1 an en me disant, bah voilà, si ça me convient, je continue. Si ça me convient pas, je rentre. Et puis voilà, ça reste une expérience et ça m'aurait peut-être permis de me dire, bah voilà, j'ai vécu cette expérience-là et finalement, après coup, j'ai besoin d'avoir peut-être un peu plus de stabilité, d'ancrage, peu importe. Enfin, après, toutes les expériences sont bonnes pour tirer des conclusions et voir ce qu'on en fait. Mais ouais, maintenant, je suis assez au clair avec ça, de me dire, bah, peu importe ce qui se passe, ce qui m'arrive, les décisions que je prends, échec, réussite, peu importe, c'est vraiment à l'instant T, maintenant, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui fait que je vais avancer dans cette direction-là, quoi. À ce moment-là, en septembre 2019, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Il y a des gens qui essayent de me dissuader. Je pense qu'il y a très peu de gens qui m'encouragent à le faire. Je pense ma sœur, qui est le pilier de ma vie, m'encourage à suivre cette voie-là, en me mettant aussi des interrogations, en me disant est-ce que tu es sûr de ce que tu fais, etc. Mais si tu as envie d'y aller, vas-y, quoi. Enfin, vraiment, vas-y, saute le pas et fais-le. Mais globalement, les gens sont très étonnés, surpris et comprennent pas. Sont un petit peu dans l'incompréhension de se dire attends, t'as fait 5 ans d'études, tu t'es déchiré pour travailler sur les plus gros événements sportifs. Sur un stage, tu fais Roland-Garros, tu fais le Tour de France, tu fais 2 ans la Ligue de foot professionnelle. C'est la voie royale, là, vraiment. Y a rien qui pourrait être mieux, entre guillemets, en termes de parcours, de tracé, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension et plein de gens qui me disent ben non, mais fais pas ça, mec, t'es en train de tout foirer, quoi. Enfin, t'as perdu ton temps et tout. Très peu de gens finalement qui sont dans le soutien, et dans le fait de bah si tu ressens le besoin d'y aller, vas-y, quoi. Globalement, les gens sont beaucoup dans le soutien une fois que tu as réussi ou une fois que tu as pris les risques nécessaires et une fois que tu y allais, quoi, finalement. Je pense qu'à ce moment-là, quand je pars en Nouvelle-Zélande, je sais que tout le monde est un petit peu contre cette décision-là, tout le monde se dit c'est un peu bizarre ce qu'il fait, et je sais très bien que oui, si ça me convient pas et que je rentre au bout d'un mois, tout le monde allait me dire bah mec, t'as merdé, on te l'avait dit, tu vois. Et je crois que ça, c'est les pires des réflexions, tu vois. C'est vraiment Donc, je pense qu'inconsciemment, je voulais aller au bout de mon année. Et ça s'est avéré être très positif. Et donc, ça a permis de tisser le fil de la vie que j'ai actuellement. Donc c'était très bien, quoi. Est-ce que tu te rappelles ce que tu ressens sur le moment quand tu es enfin aligné avec ta décision et que tu sais que c'est la bonne décision? Un soulagement. Un soulagement de savoir que j'ai fait ce choix-là et de me dire bah je vais vraiment vers l'inconnu, je vais vers quelque chose qui me titille depuis un moment, que j'ai envie d'assouvir et ouais, là je prends la décision d'y aller. Et, quand tu mets en place les choses, quand tu prends ton billet d'avion, quand tu prends ton assurance voyage, etc., c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. Et quand tu rentres dans l'avion, là tu te dis voilà, t'as fait les choix et maintenant on y va, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un moment entre le moment où on prend la décision et le moment vraiment où on y va, où on est sur place. Il y a une vraie différence et je pense que j'ai vraiment eu ce déclic-là une fois que j'étais arrivé en Nouvelle-Zélande, peut-être au bout de quand j'ai dû acheter mon van, quand j'étais en train de conduire sur la côte ouest de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et que là j'étais vraiment épris de liberté. Enfin, c'était vraiment magnifique, incroyable et de me dire bah voilà, en fait les choix que j'ai faits maintenant ils ont du sens maintenant, quoi, parce que vraiment ce que je vis là, je suis vraiment content de le vivre et si je reviens 6 mois en arrière. Je passais 2 heures par jour dans le métro, aller dans un travail qui était certes intéressant, mais
comparé à une virée en van sur la côte ouest, c'est quand même moins intéressant. Et donc, ce déclic, la Nouvelle-Zélande, etc., ça te permet de commencer à dessiner le chemin de tes aventures. À quel moment tu poses ce mot, en fait, sur ce que tu es en train de faire et de prendre comme décision? Et c'est quoi la première aventure pour toi que tu réalises? Je pense que la première aventure pour moi, elle est à mon retour de Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'était l'aventure parce que c'était l'inconnu, etc. Et à ce moment-là, je pensais que c'était une aventure, mais maintenant, l'aventure, ça a plutôt une visée physique, sportive. Enfin, faut vraiment, pour moi, se mettre vraiment en mouvement. Alors oui, j'ai fait énormément de randonnées, j'ai fait énormément de sport en Nouvelle-Zélande, mais c'est plutôt à mon retour de France, en me disant, bah voilà, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de faire quelque chose, et où je prends la décision de partir en kayak, traverser un fleuve en France, et je décide de descendre le plus long fleuve de France, qui est la Loire. Et là, pour moi, c'est le point de départ de l'aventure. Pour moi, c'est vraiment cette descente de la Loire qui marque ma première aventure. Vraiment le moment où je pars à l'inconnu, où je pars en quête de cette liberté-là, où je me mets en mouvement, où je découvre des nouveaux paysages, je découvre en plus des paysages de mon pays, de la France que j'aime tant, et je rencontre des personnes, et je reviens à cette nature, à cet essentiel-là, qui est de pagayer toute la journée, de voir des paysages défiler sous mes yeux, le soir de planter ma tente, de me faire mon bivouac, me faire à manger ma popote sur le bord de la Loire, et de revenir à cette simplicité de vie-là au sein même de mon pays. Et ça a été la première aventure. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, bah voilà, là j'entreprends une aventure, et je pense que ça a été mon premier vrai souvenir d'aventure, ça a été ça. Toi, tu mets le mot aventure parce qu'il y a à la fois le défi sportif et l'échange, la rencontre humaine, etc. On est quand même sur des exploits sportifs. Hein. À chaque fois que ce que tu fais, c'est quand même des gros challenges. On est vraiment dans beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé, etc. À quel moment tu décides de le partager, en fait? Parce que, tu vois, quand on pense au sport de haut niveau, il y a toujours du public. T'es dans un stade, il y a du public. Enfin, peu importe où t'es, t'as ce soutien des gens. Toi, en fait, t'es en solitaire sur toutes tes aventures, malgré l'exploit sportif. T'es tout seul, quoi. Même si le soir, peut-être que tu vas avoir le gîte et le couvert chez l'habitant. Au final, l'échange, tu l'as aussi beaucoup sur tes réseaux. Qu'est-ce qui te fait dire je me lance et j'en parle? Bah en fait, moi j'ai toujours aimé partager ce que je faisais, même tu vois quand j'étais parti en Nouvelle-Zélande, ou même avant quand je courais, je partageais mes entraînements, ou je voulais montrer en fait un petit peu de base c'était beaucoup pour mes proches, pour ma famille, mes amis, mon avancée finalement, ce que je faisais, ce que je vivais. Ça a vraiment été déclenché en Nouvelle-Zélande en me disant bah c'est quand même plus simple finalement qu'ils puissent suivre ça à distance plutôt que quand je reviens essayer de leur expliquer tout ce que j'ai vécu en quelques minutes. C'est très compliqué, c'est dur à percevoir, à comprendre. Et donc je me suis dit bah s'ils suivent un petit peu l'aventure, qu'ils peuvent voir finalement les paysages que je vois, les rencontres que je fais, etc. par le biais de ces réseaux sociaux, bah c'est vraiment une bonne chose. Donc ça a débuté un petit peu comme ça, où je racontais un petit peu les rencontres que je faisais, les aventures, les mésaventures que j'avais. Et moi, je suis issu d'une filière communication, donc j'ai vraiment toujours aimé ça, j'ai toujours aimé communiquer, j'ai toujours aimé partager. Et donc j'ai continué finalement après la Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a eu la traversée de la Loire, et ça permettait peut-être à mes proches d'être rassurés ou non, mais d'avoir en tout cas des nouvelles, et d'essayer de percevoir un petit peu ce que je vivais, quoi. Et je trouvais que c'était un très bel outil de partage, en fait, de pouvoir partager ça. Et surtout que moi, j'ai beaucoup été inspiré par des gens, des aventuriers, des sportifs, peu importe. Et ces gens-là, ils m'ont inspiré par le biais des réseaux sociaux, par le biais aussi de livres, de podcasts, peu importe le moyen de partage. Mais je trouve que c'est beau de pouvoir partager ça, en fait, de pouvoir ne pas forcément garder pour soi, et de le partager. Moi, ça a été le moyen le plus simple finalement, parce que écrire un livre, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué, que pour le moment, je me sens pas capable de faire. Et les réseaux sociaux, c'est très simple. Parlons de tes aventures, parce qu'on en a dit quelques mots, mais en fait, on n'est pas trop rentré dans le détail. On a parlé de ce déclic, etc. Mais en fait, les aventures, on enregistre au lendemain de la fin des projections de deux de tes films, parce que tu as eu deux aventures très marquantes, même si on veut pas forcément hiérarchiser, mais malgré tout, ça a peut-être un peu plus transformé la personne que tu es. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes différentes aventures? Deux grosses aventures. C'est donc la traversée de l'Afrique à vélo que j'ai fait donc du nord au sud, en partant du Caire en Égypte jusqu'au Cap en Afrique du Sud, en passant par la côte est, donc en traversant 10 pays, 11 000 km, 6 mois d'aventure. C'était hors norme, une aventure hors norme pour vraiment découvrir ce continent qui est l'Afrique.
Là, je suis vraiment plutôt parti d'une envie. Donc, c'était juste après la descente de la Loire. Hein, c'était l'aventure juste après. J'avais vraiment envie de faire une aventure à vélo en mode bikepacking, c'est-à-dire avoir son vélo et toutes ses affaires pour être en autonomie sur le vélo avec des sacoches ou autre. Je voulais partir sur une aventure, mais je savais pas où. Donc, je savais le moyen de locomotion, le vélo, mais je savais pas la zone géographique. J'hésitais entre l'Amérique du Sud, l'Asie centrale. L'Afrique, c'était pas forcément, je l'imaginais pas forcément. Et puis j'ai échangé avec quelqu'un, Émilie, elle s'appelait Émilie, et elle avait traversé l'Afrique sur l'itinéraire que j'ai fait, en solitaire aussi, 4 ou 5 ans auparavant. Et en fait, quand on a commencé à échanger, moi je savais même pas qu'il était possible de traverser ce continent à vélo. Et donc on a parlé, ça me titillait un petit peu, et plus je me renseignais via ce qu'elle me disait, mais aussi via des podcasts, des livres, des documentaires, peu importe. Et plus je me disais, mais en fait, c'est là où il faut que j'aille. Il faut vraiment que j'aille en Afrique. Mon aventure bikepacking, elle sera en Afrique. Donc c'est parti de là et ça a été la première vraie grosse aventure, on va dire, de ma vie. Et puis qui t'a marqué physiquement aussi, si on voit les photos, enfin. Surtout quand tu traverses le désert, t'as des yeux, enfin c'est plus tes yeux quoi. Non, mais... Oui, bah clairement, c'est là où j'ai vraiment la conclusion de cette traversée de l'Afrique, ça a été de me dire la mésaventure fait partie de l'aventure et il y a des galères, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des difficultés, il y aura des moments où c'est même plus de la motivation qu'il faudra, c'est au-delà. Et oui, j'ai eu des moments extrêmement compliqués je traversais 3 déserts. Il y a eu des traversées de désert très compliquées avec des déshydratations, j'ai eu des hallucinations. Il y a eu des moments rudes à 2 jours de mon arrivée au Cap en Afrique du Sud, donc qui était ma ligne d'arrivée. Je me fais faucher par une voiture, ébloui par le soleil en fin de journée, qui me voit pas et qui me fauche. Je me remets comme je peux pour terminer l'aventure, mine de rien, quoi. Mais oui, il y a des mésaventures, il y a des moments qui sont très compliqués et ça a été une aventure pleine, très forte, très intense, extraordinaire et qui m'a donné envie ensuite de repartir. Alors pas dans la foulée parce que quand tu reviens d'une telle aventure, tu as besoin aussi de digérer. Le retour est compliqué parce que je le disais, il y a vraiment un contraste entre le monde de l'aventure et le monde dans lequel on vit. Mais globalement, après, je suis reparti oui, sur d'autres aventures en France parce que j'aime beaucoup mon pays. J'aime bien les aventures éloignées, mais j'aime aussi les aventures chez nous. Donc c'était des aventures sur 2 jours, 3 jours, peu importe. Et parce que l'aventure n'est pas non plus forcément longue. Et après, c'était en 2023, début 2023, j'ai eu envie de faire le Tour de France, donc toujours à vélo, mais le vrai Tour de France, donc en suivant à chaque fois le chemin ou la route le plus proche de la frontière ou de la côte terrestre, vraiment faire tout le tour de la France, et sans tente, en dormant uniquement chez l'habitant. Donc j'ai appelé ce Tour de France le Tour de France du partage, et tous les soirs, donc je toquais chez l'habitant, et j'arrivais à me faire offrir l'hospitalité. Et après, j'ai fait appel donc à mon réseau via les réseaux sociaux, etc. Des gens qui m'accueillaient ou qui venaient pour boire le café avec moi, manger un bout, partager un bout de la journée à vélo ou autre. Donc c'était une aventure hors norme, incroyable, où pendant 3 mois, j'ai dormi chez l'habitant, où j'ai été accueilli de manière incroyable et où j'ai découvert aussi mon pays, la France, quoi. Ensuite, j'ai descendu la Dordogne aussi en kayak. J'ai traversé les Alpes à vélo et je suis reparti pour une grosse aventure, cette fois-ci à pied. Et donc, c'est le deuxième documentaire de mes soirées de projection. C'est la traversée de la Patagonie à pied. Donc, la Patagonie, c'est cette zone géographique qui fait partie du cône sud de l'Amérique du Sud. Donc, vraiment sur la partie méridionale, entre le Chili et l'Argentine. Et je suis parti d'Ushuaia, qui est considérée comme la ville du bout du monde. Et j'ai marché à pied en mode trekking en direction de Santiago, qui est la capitale du Chili. Et ça, t'es remonté quoi. T'es allé du sud au nord. Exactement. Je suis allé du sud au nord cette fois-ci en longeant la précordillère des Andes. Donc c'est vraiment la fin de la cordillère. C'est des altitudes qui sont quand même moins hautes que ce qu'on peut imaginer sur la cordillère, mais très proche du pôle. Donc à Ushuaia, j'avais des glaciers qui étaient extrêmement bas en termes d'altitude. Vous pouvez trouver des glaciers à 200, 300, 400 mètres d'altitude, chose qui semble inconcevable ici pour nous. Donc voilà, un climat complètement différent et une aventure pareille de 6 mois, où là j'ai marché 4600 km pour 180 000 mètres de dénivelé positif. Donc un joli morceau. C'était une belle tranche de vie, ça a été ahurissant, une aventure très solitaire, rude aussi, mais très belle, une énorme introspection. Et c'est une aventure que je définis comme étant hors norme, thérapeutique et brutale. Et là, j'en suis revenu depuis 7 mois. Et puis voilà, donc l'aventure, il y a des grosses aventures, les deux que je viens de décrire, c'est des grosses aventures, mais l'aventure n'est pas forcément éloignée, engagée ou longue, en fait.
Et à partir du moment où, moi je le dis, c'est les 3 piliers de l'aventure, c'est la découverte visuelle, les rencontres et la mise en mouvement, l'impulsion de partir et de faire du sport. Et bah ça, on peut l'avoir en un après-midi en sortant de chez soi, un week-end ou autre. Et donc voilà. Donc moi, je suis animé par ça. Et voilà, et c'est à peu près les aventures que, que j'ai fait jusqu'alors. C'est des beaux projets. Parce que tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait pas d'évaluation de la réussite ou de l'échec d'un projet, malgré tout, quand tu termines une aventure, tu dois ressentir quelque chose. Enfin, tu ne dois pas juste être en mode bon, c'est fait, passons à autre chose. Qu'est-ce que ça te provoque comme sentiment? Est-ce que tu vois, c'est la même émotion que quand, je sais pas, tu passais la ligne d'arrivée en premier en athlétisme quand tu étais au lycée, quoi? Non, c'est vraiment complètement différent. Là, t'es pas en compétition avec les autres, c'est vraiment une course avec et contre soi-même où tu dois accepter tes forces, tu dois accepter aussi tes faiblesses, tu dois arriver à actionner des leviers de motivation pour avancer malgré tout. Et en fait, les aventures peuvent être soit des aventures très définies en termes d'objectifs, c'est-à-dire que moi, la traversée de l'Afrique, typiquement, je me suis dit, bah voilà, je pars sur ce continent et je reviendrai pas tant que je l'ai pas traversé. Donc moi, ça a été vraiment un objectif de me dire je pense que je ne serais pas satisfait si je m'arrêtais en Namibie ou au Botswana ou avant d'arriver à Cape Town en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est des aventures où, enfin moi en tout cas, où je me mets des objectifs moi-même très forts. Et je pense que j'aurais été ravi et très content d'avoir vécu une aventure pleine, d'avoir découvert des choses incroyables, rencontré des personnes magnifiques et de m'être ouvert à ça. Mais je pense que si je n'étais pas arrivé jusqu'à Cape Town, j'aurais eu peut-être ce sentiment de déception, quoi. Et il y a des aventures, au contraire, où je me dis, bah voilà, là, j'ai 2, 3, 4 mois devant moi, je vais partir faire du vélo, j'ai pas de point d'arrivée précis, je vais juste explorer, et voilà, j'ai pas de notion forcément d'objectif, c'est au bout de 4 mois, je reviendrai chez moi et j'aurai exploré, je serai parti à l'aventure, et je serai content de moi, quoi. Il n'y a pas non plus ce sentiment du toujours plus, quoi. La traversée de l'Afrique, la Patagonie, il faut faire encore plus grand, plus waouh. Enfin. Bah non, moi pas du tout. Et il y a beaucoup de gens qui poussent à la surenchère en fait en disant une fois que tu finis un objectif, moi quand j'ai fini l'Afrique, on me disait et maintenant c'est quoi? Bah maintenant c'est un Tour de France. Et les gens étaient là, mais quoi, un Tour de France? Attends, t'as traversé l'Afrique, tu vois. Il y a un peu un truc aussi peut-être de déception, tu vois, peut-être des gens qui te suivent non mais attends, il a fait un truc de fou la dernière fois, la France, c'est rien. C'est exactement ça. Et donc t'as une espèce de pression comme ça de te dire il faut toujours faire plus. Et moi je suis pas du tout dans cette optique-là de me dire bah je suis pas dans une surenchère de l'aventure, j'ai pas envie de faire des choses qui vont paraître démesurées pour les gens et qui vont pas avoir du sens pour moi. L'idée c'est vraiment de faire ce qui m'intéresse, ce qui me fait vibrer. Donc et dans toute aventure, après le Tour de France, il y a plein de gens qui ont été dessus et qui finalement l'ont suivi et se sont dit ah bah finalement c'est vraiment pas mal. C'est ce que j'allais te dire, c'est que moi du coup j'ai suivi toutes tes aventures et en fait je les ai pas vécues de la même manière en tant que personne sur les réseaux, quoi. Parce que la Patagonie, t'avais prévenu au début que t'allais être silencieux pendant une dizaine de jours et que quand tu serais dans un endroit avec du réseau, de la batterie, etc., tu posterais tes stories, tu raconterais ce que t'as vécu. Et donc du coup, dès qu'il y avait cette bulle qui apparaissait pour dire que t'avais posté une story, il y avait ce truc de ah bah je vais me poser, je vais regarder ce qu'il raconte parce que je sais que ça va me prendre un peu de temps parce que parfois tu faisais un texte avec un post, etc. La traversée de la France, là, le Tour de France du partage, quand tu l'annonces, moi, il y a plutôt un truc de bon, bah, j'habite à Lyon, je fais pas partie de la frontière. Voilà, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et en même temps, tu vois, moi, le vélo, le dénivelé, ça me fait peur. Enfin, je fais du vélo en termes de transport parce que c'est pratique, mais sinon, ça me saoule. Et malgré tout, j'ai adoré suivre parce que vu qu'il y avait ce côté partage, et il était vachement mis en avant. Et donc, il y avait ces anecdotes que tu racontais parce que le soir, il y avait telle personne qui t'avait accueilli et qui t'avait raconté telles histoires et tout. Il y avait les anecdotes de ces gens qui t'ont rejoint pour 2-3 jours de vélo avec toi. Et en fait, je trouvais que du coup, on ressentait pas du tout la même chose, même en regardant tes histoires à travers les réseaux, parce que il y avait un truc beaucoup plus chaleureux en fait dans ce Tour de France du partage parce qu'il y avait les autres, alors que sur la Patagonie, il y avait ce truc du waouh, mais en fait le mec il est en train de se dégommer, enfin il va perdre des pieds, comment il fait pour encore avancer, c'était pas du tout le même sentiment même d'un regard extérieur, quoi. Ouais, complètement, mais même d'un regard intérieur, moi de mon regard, de ma façon de voir les choses, ça a été complètement différent. Et donc les aventures sont différentes, il y en a qui sont beaucoup plus engagés que d'autres, mais en fait c'est aussi l'idée de se dire, et c'est trop bien de se dire bah il y a des aventures qui sont extrêmes, intenses, la Patagonie l'a été, brutale.
et tu partages ce que tu vis. Moi, je partage vraiment ce que je vis, donc dans la beauté des paysages, mais aussi dans la dureté des choses. Je suis pas là pour montrer que la beauté et que on pense que c'est magnifique et que c'est facile, sans montrer la difficulté, sans montrer les côtés, les aspects négatifs, etc. Donc, je montre vraiment ce que je vis. Il y a ces aventures-là qui peuvent être hyper engagées, et à côté de ça, moi, je prends autant de plaisir à faire des aventures comme ça que des aventures un petit peu moins engagées dans notre pays qui, comme je le disais, est très confortable. T'as faim, il y a des boulangeries de partout. On parle la même langue, il n'y a pas cette frontière de la langue. On a globalement la même culture. Le vélo a toujours ce capital sympathie, donc c'est facile de discuter avec les gens. Et même si c'est pas cette même faculté qu'on peut avoir notamment en Afrique pour accueillir les gens, on n'a pas ce sens de l'hospitalité qui est présent dans ces pays d'Afrique-là. Il y a toujours une frontière de prime abord, mais dès que tu arrives à passer les premières peurs des gens, après, en fait, les personnes s'ouvrent de manière infinie et ça ouvre en fait des conversations et des échanges qui sont extrêmement intéressants. Donc, c'est des aventures qui sont diamétralement opposées peut-être l'une de l'autre parce que culture différente, langage différent, paysages différents, rencontres différentes, façon de voir les choses différentes, moi de mon point de vue aussi. Mais pour autant, elles sont toutes belles à partager et moi, je me plais encore plus à partager les aventures en France parce que c'est peut-être plus facile pour les gens qui me suivent sur les réseaux de se dire on peut se projeter finalement dans cette aventure-là. Et en fait, moi, le but dans le partage de mes aventures, moi, j'ai pas envie que les gens ils aillent traverser l'Afrique, ils aillent traverser la Patagonie ou autre. C'est pas du tout mon but. Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient soit cette impulsion-là de se dire on y va, mais que ce soit pour l'aventure ou comme tous les projets de vie finalement. Moi, pour moi, mes projets de vie, c'est l'aventure, mais pour d'autres, ça peut être construire une maison, fonder une famille, monter une entreprise, peu importe, c'est un projet de vie. Et juste de se dire, voilà, je prends de la hauteur, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai énormément de respect pour ces gens qui ont cette impulsion-là, de se dire, je vais prendre ce risque parce que je vais dans la direction de ça m'attire vraiment. Le but, moi, c'est pas de convaincre les gens de partir à l'aventure. Si les gens vont dehors et d'aller en nature, à partir du moment où ils respectent la nature, c'est trop bien. Si je peux inspirer à ça, c'est trop bien. Mais c'est surtout se dire, allons-y, prenons du recul sur notre vie, voyons ce qui nous anime et ayons cette impulsion-là. Allons-y, quoi. Du coup, la crainte, c'est une émotion qui, je pense, qui arrive quand même assez régulièrement en aventure. Moi, si je devais retenir un moment où j'ai vraiment craint quelque chose, je pense que c'était plutôt en amont d'une aventure, et notamment en amont de mon aventure en Patagonie, où c'est une aventure que je craignais, j'avais beaucoup d'appréhension. Où, autant l'Afrique, autant la Loire, autant le Tour de France, peu importe, j'avais pas trop de crainte. Mais la Patagonie, j'allais dans un territoire où j'avais beaucoup d'appréhension. Déjà, c'est un territoire qui est pas forcément connu, en tout cas qui est pas beaucoup exploré. Il y a beaucoup de montagnes en Patagonie qui n'ont pas de nom parce qu'elles n'ont jamais été gravies. Il y a encore des zones un peu blanches dans ce territoire-là. Et surtout, j'y allais en suivant le Greater Patagonian Trail, qui est un réseau de sentiers qui a été imaginé par Jan Dudek, qui est le créateur un peu de ce sentier-là. Mais c'est pas du tout un sentier comme on peut trouver dans les Pyrénées, dans les Alpes, avec des panneaux, avec des marquages, avec des sentiers. Là, c'est vraiment extrêmement sauvage. Il n'y a aucun panneau, pas de marquage et bien souvent pas de sentier. Donc on est vraiment à même la nature, à devoir bouger les branches dans le bush, les bambous, etc. pour se frayer un chemin et pour avancer. Et donc j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, un petit peu de crainte parce que on s'engage quand même dans un territoire qui peut paraître un petit peu hostile. On est tout seul et les moments qui précèdent l'aventure, je pense à la semaine par exemple ou les 2 semaines qui précèdent le départ, elles sont horribles, elles sont pleines de crainte, elles sont pleines d'appréhension en se disant ok, est-ce que tout mon matériel est prêt, est-ce que je suis prêt, dans quoi je m'engage, et c'est là en fait où tu vas avoir des craintes juste avant de partir qui vont peut-être te remettre en question sur ton aventure, alors que tu sais que tu vas y aller, que tout est calé, tu sais dans quoi tu t'engages, etc. Et tu as des craintes comme ça qui ressortent au dernier moment, alors que tu les as jamais vues venir et tu pensais pas les avoir, et ça ressort. Et c'est pour ça que ce qui précède les aventures, et notamment cette grosse aventure en Patagonie, c'est la crainte, parce que tu sais que tu vas partir, t'as ton billet, t'as ton matériel, t'as ton GPS, t'as tes fichiers, t'as tout qui est prêt et t'attends. En fait, t'es là dans l'attente de te dire il reste 5 jours avant de partir, 6 jours ou autre. Et t'as des craintes qui arrivent. Donc ouais, je pense que ce mot crainte, il arrive bien souvent juste avant de partir à l'aventure. Et notamment sur cette aventure en Patagonie où j'avais pas mal d'appréhension. Et après, une fois que tu y es, est-ce que ça s'évapore très vite? En l'occurrence, en Patagonie, pas trop. Parce que j'ai eu des premières sections très compliquées.
vraiment très très compliqué, où donc il y avait évidemment donc pas de sentier, rien, j'étais vraiment dans le bush, dans des conditions assez extrêmes où les températures descendaient sous les -10. J'ai eu des nuits compliquées, j'étais trempé, des passages de rivière complexes aussi, j'ai commencé à avoir des engelures aux pieds, enfin c'était très 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 complexe, donc le début d'aventure, ça a peut-être même renforcé mes craintes en me disant, bah, cette aventure, elle va être intense, et c'est comme si la nature me disait, bah, regarde dans quoi tu t'es lancé, tu vois, un vrai avertissement. Et donc là, ça a été quelques craintes. À aucun moment, je me suis dit que j'allais arrêter, que j'allais abandonner ou autre. C'était juste qu'il fallait que je m'adapte comme tout début d'aventure. Ça a été costaud et je pense que mes craintes se sont évaporées au bout d'une semaine, 2 semaines, et où j'étais vraiment dans l'aventure. Vraiment, et puis après, au bout d'un mois où mon physique, mon mental et l'idée que je me faisais de l'aventure s'est aligné. Et là, à partir de ce moment-là, c'était parti, quoi. Mais habituellement, c'est vrai que sur toutes les aventures, les craintes qui précèdent le départ, elles sont évaporées instantanément quand tu arrives sur place. Et là, en Patagonie, moi, elles ont été un petit peu renforcées sur le début de l'aventure. Bah, j'en ressens quand même beaucoup de la frustration. J'essaye de m'en détacher et je suis de nature très optimiste, très positive, etc. J'accepte beaucoup. J'ai vraiment une capacité d'acceptation qui est forte. Donc j'arrive vraiment à repousser cette frustration, à repousser cette colère ou autre de manière assez lointaine. Mais parfois, en fait, quand tu es en aventure, tu es dans des moments qui sont très rudes. Et du coup, tu es un peu à fleur de peau. Il y a des moments où tu es vraiment à fleur de peau, où c'est vraiment rude et où tu as de la frustration. Tu as de la frustration de ne pas avancer comme tu veux, la frustration liée à la nourriture, liée à l'eau, liée au fait que tu dormes mal. Et c'est des choses qui sont basiques finalement. Et en aventure, c'est ça en fait. C'est un retour à l'essentiel, mais c'est aussi ce retour à l'essentiel qui fait que tes priorités, c'est manger, dormir, boire et avancer. Et en fait, à partir du moment où ces 4 piliers, il y en a un des 4 qui va mal, là tu ressens vraiment de la frustration qui peut être encore plus accentuée. Typiquement, si tu n'as plus à manger, moi je suis très gourmand, j'adore manger, c'est un énorme réconfort. Et bah si j'ai plus à manger, ça va me mettre de la frustration. Moi je vais être un petit peu moins patient, je vais peut-être plus évacuer en criant. Voilà, je suis très expressif aussi en aventure. Aussi, je vais être très irritable, etc. Donc tu es plus à fleur de peau, et même si, comme je te disais, je suis très patient avec moi-même et j'arrive à repousser mes limites, etc. Mais au bout d'un moment, ça va être trop en fait. Et tu vas avoir de la frustration qui va faire en sorte que la cocotte minute au bout d'un moment, va péter et tu as besoin d'évacuer un petit peu un bon coup et après ça va mieux, tu vois. Mais en général, c'est vraiment lié à des facteurs qui sont d'ordre vraiment basique et essentiel. L'eau, la nourriture, le sommeil et le fait d'avancer. Et tu vois, moi je me rappelle en Patagonie, typiquement, il y avait une journée où j'avais vraiment plus d'eau, j'étais à sec, je longeais la mer, donc c'était de l'eau salée que je pouvais pas boire ou alors ça allait pas me servir. Et la seule flaque d'eau que j'ai trouvée, il y avait des cadavres d'animaux autour, etc. Donc c'était pas très safe. Et tu te dis, bah là, t'as pas le choix. Donc tu bois cette eau-là. J'avais mis une pastille micro-pure pour purifier l'eau et je l'avais bu, elle était pas bonne du tout. Donc t'es dans des conditions comme ça, il y a beaucoup de vent, il fait froid, tu dors mal. Et tout ça mis bout à bout, ouais, ça peut amener à quelques frustrations qui, si tu prends pas le recul nécessaire, peuvent te faire péter un câble, peuvent te faire vriller. Ouais, c'est les conditions extrêmes qui amènent ça, quoi. Ouais. Et puis la solitude aussi fait que je pense que tu peux peut-être évacuer une frustration avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu vas être mal, peut-être que pendant que la personne qui est avec toi a un petit peu plus de force et un peu plus en forme, et bah, tu vas pouvoir évacuer ça, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir te faire remotiver ou avoir un petit shot de motivation et ça va te permettre aussi de repartir. Quand tu es tout seul, tu es vraiment très à l'écoute de toutes tes émotions et parfois tes émotions peuvent te submerger et quand tu es dans des moments un petit peu de fébrilité ou de frustration, et bah ça peut aller très vite, très rapidement, et pour pas grand chose finalement, tu peux tomber vraiment dans une situation un petit peu compliquée, quoi. Oui, et puis moi j'ai été voir tes projections et tu le disais à un moment donné, en fait quand t'es seul, le danger il est encore plus partout parce que t'avais croisé un local, je crois, en Patagonie à un moment donné qui te disait mais surtout ce qui pourrait t'arriver de pire c'est de te fouler la cheville en fait. Ouais. Enfin, et ça, on se rend pas compte. Nous, on se dit, bah, il va peut-être mourir de froid, il va pas trouver à manger, mais pourquoi est-ce que se fouler la cheville, ce serait genre le plus grand danger qui pourrait lui arriver, quoi. Enfin... Ouais, complètement. En plus, c'était des conversations que j'avais eues avec les carabineros, donc c'est les policiers chiliens. Et clairement, oui, en fait, quand t'es tout seul et quand t'es dans des zones reculées, comme j'ai pu l'être en Patagonie, finalement, le plus
gros danger, ça va pas être de tomber d'une falaise et de mourir sur le coup, mais si ça se trouve, juste de me fouler la cheville, et je pourrais plus me mouvoir, je pourrais plus avancer, donc je pourrais plus aller chercher de l'eau, aller me ravitailler pour manger. Et je suis dans des zones qui parfois sont tellement isolées que même si j'ai un GPS avec un bouton SOS, le centre d'aide va appeler les carabineros, donc les policiers les plus proches, mais qui vont mettre 5, 6, 7 jours avant de venir me récupérer, et ça sera probablement trop tard. Donc voilà, des belles conversations avec avec les carabineros. Mais oui, complètement, la solitude rajoute une dimension supplémentaire que moi, je recherche pas forcément à être toujours dans des aventures extrêmes, à toujours jouer avec ma vie ou quoi que ce soit. J'aime la vie, j'aime vraiment ça, donc je suis pas là pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient aussi de se dire, quand tu vas dans des zones reculées ou quand tu pars à l'aventure seul, tu es un petit peu plus exposé, oui, que si tu pars en équipe ou au moins avec un binôme, quoi. Pour la Patagonie, on peut pas dire que c'est le voyage d'une vie parce que c'était pas juste un voyage et que ta vie, elle va être et elle est déjà faite de plein d'aventures. Mais surtout, ça a changé qui tu es quand tu étais là-bas, mais aussi quand tu es revenu. En fait, tu as connu un bouleversement, tu t'es pris une vague dans la tronche en fait en rentrant. Est-ce que tu peux nous raconter cet après où en fait tu dors même plus dans ton lit, tu n'y arrives plus? Ouais, l'après a été très compliqué en Patagonie pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que je suis rentré, j'ai direct enchaîné sur une mission événementielle. J'ai pas eu de sas de décompression entre le moment où j'ai vécu ces 6 mois de presque comme un animal sauvage où j'étais en pleine nature et le moment où je suis revenu sur événement où je travaillais, où on me demandait beaucoup de choses, où j'étais hyper sollicité et où il y avait une effervescence énorme. Je travaillais pour le relais de la flamme olympique, donc il y avait du monde de partout, une énorme effervescence et c'était deux mondes qui étaient complètement opposés, qui se confrontaient comme ça en un laps de temps très court, qui a fait que ça a été très violent, très très compliqué. Pour preuve, en fait, j'ai atterri à Paris à 10h. À 16h, j'avais ma première réunion dans les bureaux de Paris 2024 où on me parlait en acronyme, on me demandait il fallait que je fasse ça, 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 ça. Et je me remémorais qu'une semaine avant, j'étais perdu dans la montagne chilienne. Enfin, que c'était vraiment un contraste beaucoup trop fort, donc qui a fait que ça a été très compliqué. Et surtout, en fait, je me sentais un petit peu étranger de cette nouvelle société, une société que j'adore et que j'ai toujours aimé, dans laquelle j'ai évolué. Mais je me sentais vraiment étranger, je me sentais vidé, j'arrivais pas à trouver ma place. Et ça a été un retour très rude pour un autre aspect, c'est que en fait, la personne que j'étais avant de partir en Patagonie était complètement différente de la personne que j'étais au moment de rentrer. Tous les pans de ma vie pour lesquels j'avais des croyances très fortes, professionnelles, personnelles, sentimentales, tous ces aspects-là étaient complètement détruits et il fallait que je me reconstruise. Et si bien que je me suis même posé la question en me disant mais en fait à quoi bon partir à l'aventure si quand je rentre je suis complètement détruit, qu'est-ce que ça m'apporte et finalement c'est une bonne chose puisque ça te permet de te reconstruire et de te reconstruire dans une direction qui est la bonne, donc de réajuster ta trajectoire de vie pour aller dans cette direction-là. Donc ça a été très dur, la reconstruction a été très lente, très compliquée, j'ai eu je pense au moins 3-4 mois voire même 5 mois où vraiment j'étais au plus bas, j'étais vraiment très très bas où j'avais du mal à me reconstruire et finalement c'est pour le mieux puisque maintenant tout va bien, maintenant je sais où je vais, j'ai réajusté certaines décisions ou choses que j'avais envie dans ma vie et je suis beaucoup plus centré avec moi-même. C'est quoi les apprentissages que tu en tires autres que tu as besoin d'un sas de décompression de une semaine, 10 jours, un mois en rentrant Déjà, ça, c'est un point sur lequel il faut que je m'améliore parce que à chaque fois que je rentre, en fait, c'est compliqué parce que tu as aussi envie de retrouver une sociabilité, de passer à autre chose, de retrouver un monde professionnel. Tu as aussi l'aspect financier qui rentre en compte, etc. Donc, tu as vraiment envie de vite passer d'un monde à l'autre. Mais vraiment, il faut que je m'améliore et que je marque vraiment des sas de décompression. Mais même des sas de compression, enfin, je sais qu'à chaque fois, passer d'un monde à l'autre, il y a une période. Il y a une période où il faut s'adapter, etc. Donc, marquer une période de décompression, évidemment, c'est essentiel. Je pense que la grande leçon, ça a été de me dire que c'était OK de changer et que, tu vois, là, aujourd'hui, je suis conscient que je te donne une version et je te livre une version de ce que je ressens, ce que je vis maintenant. Peut-être qu'on refait ce même podcast dans 6 mois, 1 an, 2 ans. J'aurai plus du tout cette même version et je suis OK avec ça. De se dire ce que j'ai dit un jour, ce que j'ai pensé un jour est amené à changer par le biais de mes différentes expériences, par le biais de ce que j'ai vécu, des personnes que j'ai rencontrées et d'être au clair avec ça finalement. Alors qu'avant, j'étais plutôt dans une optique de me dire c'est pour ça que ça a été dur le retour de Patagonie en me disant en partant, j'avais ces croyances très 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 fortes sur tous les aspects de ma vie, tout était plus ou moins
tracé entre guillemets, et finalement de me dire bah non, en fait, pas du tout. Là, c'est marrant parce que, en fait, quand on t'entend, c'est pas du tout tracé. Parce que t'as pas du tout choisi le chemin traditionnel Oui. de la vie qu'on peut imaginer, quoi. Et du coup, c'est marrant que toi, qui pourtant vis de l'aventure, de l'improvisation aussi, parce que c'est toujours trouver un équilibre entre les différents challenges, etc., que malgré tout ça, t'es dans la tête un chemin de vie hyper tracé qui, du coup, a volé en éclats en Patagonie, parce que quand on t'écoute, c'était pas du tout tracé, quoi. Non, alors après, c'est peut-être tracé différemment de ce qu'on imagine être tracé. Mais tu vois, typiquement, pour donner un exemple, moi, je rentrais de Patagonie. Et donc, on était en fin mai, début juin 2024. Et j'étais d'ores et déjà dans l'optique de repartir sur une grosse aventure fin d'année. En me disant, bah, je vais revenir, je vais travailler mes 3 mois sur le relais de la flamme. Peut-être que je vais refaire des missions pour l'été. Et après, je vais préparer mon aventure et je vais partir. Et j'avais dans une optique d'une aventure encore plus intense sur 8 mois, etc., qui demandait une grosse organisation. Et donc, c'est plutôt en ce sens-là que c'était tracé. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que j'étais pas du tout dans cette optique-là de repartir tout de suite en aventure, que j'avais pas la force mentale, que je pouvais pas gérer toute cette logistique-là, et surtout que j'avais besoin de digérer. La vraie leçon, ça a été ça, c'est de me dire qu'une aventure, c'est une préparation, c'est vivre l'aventure, mais c'est aussi la digérer. Et la digestion, on sait pas combien de temps ça prend. Donc, ça peut être très rapide comme très long. Et donc ça a été vraiment une leçon de me dire bah vraiment prends le temps et tu verras, et une fois que tu auras à nouveau cette envie et cette force de repartir, tu repartiras, et si t'as plus envie de repartir, tu repars pas, et peut-être que dans 6 mois j'arrête l'aventure parce que j'aime plus ça et je serai ok avec ça. Enfin, c'est vraiment dans l'instant. Enfin, bon, ça m'étonnerait que dans 6 mois. Oui, ça m'étonnerait aussi, mais on comprend. Mais du coup, c'était dans ce sens-là que les choses étaient tracées et que ça a été dur pour moi de déconstruire ces choses-là. Sur ta prochaine expédition, oui, on peut en parler un peu parce que quand l'épisode sortira, tu seras déjà parti, donc tu auras déjà tout annoncé. Enfin, voilà, les gens sauront. Ta prochaine expédition, tu pars encore seul. Oui. Mais il y aura beaucoup plus de partage quand même que sur la Patagonie. Enfin, le partage dans le sens sur l'instantané, hors écran. Je verrai plus de monde, oui, c'est sûr. Ouais. Tu peux raconter un peu ce que tu as prévu ? Alors oui, et en plus, ça peut être très intéressant parce que ça se trouve au moment où l'épisode va sortir, les plans auront complètement changé. Donc voici ma vision aujourd'hui. Donc non, l'idée c'est de partir de chez moi, donc en Savoie, à vélo. Donc je repars sur une aventure à vélo et de retourner en Afrique, mais cette fois-ci explorer l'Afrique du Nord, zone que je connais pas du tout. En partant de chez moi à vélo en Savoie, donc traverser la France, l'Espagne, prendre le ferry pour aller au Maroc, explorer le Maroc, et après, dans l'idéal, aller en Algérie, probablement après aller en Libye peut-être, et finir en Tunisie, pour prendre un ferry entre Tunis et Marseille et remonter chez moi en Savoie pour boucler la boucle. Donc ça, c'est sur le papier l'aventure idéale que j'aimerais faire pour vraiment découvrir tous ces pays du Maghreb, cette Afrique du Nord que j'ai envie d'explorer, de comprendre, et surtout de me faire mon propre avis à moi, en dehors de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut exprimer comme sentiment par rapport à l'égard de ces pays. Donc voilà, le problème c'est qu'actuellement la situation géopolitique en Algérie est complexe, et donc j'ai pas de visa pour l'Algérie, il m'a été refusé. À date, je vais jusqu'au Maroc et je sais pas ce que je fais ensuite. Donc on va voir, j'aimerais beaucoup explorer l'Algérie parce que c'est un pays qui a l'air incroyable en termes humainement parlant, déjà par ses habitants et par ses paysages aussi. Et j'ai beaucoup de retours positifs, mais voilà, c'est compliqué. On a un passé commun qui est pas facile. La géopolitique actuelle est pas facile non plus. Donc voilà, je m'adapte à tout ça, mais je serais très déçu de pas pouvoir explorer ce pays-là. Est-ce que tu as des regrets sur certaines aventures ? Sur le coup, non. C'est plutôt après. C'est pas forcément des regrets, mais c'est des choses où je me dis peut-être que là j'aurais pu faire différemment. Peut-être que là j'aurais pas dû faire ça. J'aurais mieux fait de faire comme ça. Mais globalement, sur le moment, il m'arrive forcément des bricoles, il y a des décisions qui sont pas bonnes, et je suis obligé de les assumer parce que elles sont là. Ça va peut-être entraîner des problématiques. C'est quoi une mauvaise décision ? Une mauvaise décision, c'est traverser le désert avec pas assez d'eau. Par exemple. Par exemple. Tu vois, quand tu traverses. Enfin, moi, ma première portion désertique en Afrique, j'avais pas suffisamment d'eau, et comme je disais, j'ai commencé à avoir des hallucinations, etc. Ça, c'est une mauvaise décision. Mais c'est quelque chose qui est difficilement. Je peux pas l'anticiper finalement parce que j'avais jamais traversé de désert avant. Maintenant, si je retraverse un désert et que j'y vais encore avec de l'eau, là, c'est une très mauvaise décision, et surtout, j'apprendrai pas de mes erreurs, donc ça n'a pas de sens. Une mauvaise décision, ça peut être pareil en Afrique, sur certains pays.
normalement, quand tu veux planter ta tente, il faut s'adresser au chef ou à la chef du village pour demander si tu peux planter ta tente. Et en Zambie, il y a eu une journée où j'étais très très fatigué, fin de journée, j'avais un village à 500 mètres, mais je me suis dit, bon, j'y vais pas parce que c'est la fin de journée, ça va aller. Et se faire réveiller en plein milieu de la nuit avec des villageois, les chefs du village avec des kalachnikovs autour du cou, très agressifs, en te demandant t'es qui, tu fais quoi, qu'est-ce que tu nous veux, etc. Et enfreindre leur zone, enfreindre cette liberté-là. Et ça, c'est une erreur. C'est quelque chose que, sur le coup, peut-être que je regrette un petit peu, ouais, de me dire, en fait, j'ai fait preuve de manque de respect, j'ai manqué de respect en plantant ma tente ici, et surtout, j'aurais pu me mettre dans une situation délicate et compliquée, quoi. Mais c'est plutôt après coup, quand t'es dessus, quand t'es sur ce moment-là, tu te dis, voilà, il faut que t'assumes maintenant, et il faut que tu trouves une solution à ça, et ça va aller. Et après coup, tu te dis, ouais, j'aurais quand même pu m'éviter certaines galères si j'avais procédé différemment, quoi. Comment tu connais les règles des pays? Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais au scout et quand on devient à une certaine tranche d'âge, on a la possibilité de faire un projet de solidarité. Donc souvent on le fait à l'étranger et du coup on a des formations de départ à l'étranger qui concernent le pays dans lequel on va pour apprendre les coutumes et ne pas faire d'impair. Donc moi j'étais à Madagascar et par exemple une des coutumes c'était de ne pas parler pendant qu'on mange parce que le repas est précieux et donc on ne distrait pas ce moment-là. Alors que nous en tant que Français c'est un moment de convivialité, donc si on te le dit pas avant de partir, tu peux brusquer et blesser les gens chez qui t'es, quoi. Toi comment tu l'apprends tout ça, parce que tu fais pas une formation avant de partir sur chaque pays dans lequel tu vas, quoi. Non, mais peut-être que ça serait bien. Ça serait peut-être une bonne idée. Non, globalement j'essaye de me renseigner, donc j'essaye de lire, de regarder des documentaires. Enfin, j'essaye vraiment en amont de l'aventure, dans les endroits où je vais, vraiment de me renseigner. Et même pendant mes aventures, je lis beaucoup. J'ai une liseuse et pour moi, lire, c'est hyper important en aventure. Donc, je lis beaucoup sur des romans d'aventure, mais aussi des romans philosophiques et surtout des livres qui parlent de l'endroit où je suis pour pouvoir en apprendre plus sur les coutumes ou alors des pays dans lesquels je vais aller, etc. Pour apprendre un petit peu plus de tout ça ou comprendre un petit peu les personnes qui sont déjà passées par ici, qui ont des témoignages et apprendre de tout ça. Et après, globalement, j'apprends aussi sur le tard, quoi. Donc, il y a des choses probablement que j'ai dû, comme là, typiquement, la première fois, moi, j'étais pas forcément au courant qu'il fallait m'adresser au chef ou à la chef du village pour mettre ma tente. Et pourtant, ça allait de soi quand la personne est venue me voir en me disant, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais là, je monte ma tente, enfin, je vais dormir là. Et il me dit, non, en fait, tu peux pas parce que ce terrain, il appartient à quelqu'un, il faut que tu demandes l'autorisation. Et oui, ça va de soi, en fait. Et donc, tu apprends aussi parfois sur le tard comme ça, et tu t'adaptes, en fait, à chaque pays. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est que quand je passais d'un pays à l'autre, les premières personnes avec qui j'échangeais, je leur demandais beaucoup d'informations là-dessus, sur les us, les coutumes, mais aussi, je leur demandais le prix des choses, ce qu'ils mangeaient, les spécialités, des choses comme ça, et vraiment essayer de comprendre un petit peu l'environnement pour aussi pouvoir m'adapter et me faire intégrer finalement. Tu vois, la langue notamment, c'est quelque chose d'hyper important pour moi en me disant, je vais dans ce pays-là ou dans cette zone géographique-là, ils parlent cette langue ou ce dialecte. Et moi, le minimum que je m'impose, c'est de connaître ne serait-ce que 3 ou 4 mots de ce dialecte-là pour arriver et juste saluer les gens dans leur langue. Et rien que ça, en fait, c'est un pas vers eux. Et ça amène quelque chose en disant c'est un étranger, mais il a fait un pas vers nous, il veut en apprendre sur nous ou autre, et il vient pas avec des mauvaises intentions. Si tu pouvais revivre un seul instant d'une aventure, tu choisirais quel moment? Oh là là, c'est dur ça comme question. Du coup, un moment d'une aventure, je pense que ce serait pas genre un instant précis d'une traversée ou autre, c'est plutôt un état. Genre moi, il y a toujours ce moment-là qui est hyper plaisant, c'est le moment où ça y est, je me sens vraiment dans mon aventure. Et en général, c'est toujours t'as toujours un temps en fait d'adaptation entre le moment où tu quittes notre société et le moment où tu pars à l'aventure. Et moi, quand je pars à l'aventure, je suis pas prêt. Je pense pas qu'on puisse être prêt en fait pour partir à l'aventure physiquement, mentalement, etc. Et je pense que c'est vraiment sur le début de l'aventure qu'on se forge. Et donc, tu as toujours une petite période qui est plus ou moins longue et qui est compliquée, où il faut que ton corps il comprenne qu'on va faire du sport tous les jours, on va avancer tous les jours, que ton esprit comprenne aussi que on revient à quelque chose de beaucoup plus naturel, où on va être beaucoup moins stimulé qu'on peut l'être dans notre société à nous. Et au bout d'un moment, en fait, ton physique, ton mental s'aligne avec l'idée que tu te fais de l'aventure. Et moi, je pense que c'est vraiment ce moment-là que
que je souhaite retenir de chaque aventure. En fait, c'est ce moment-là où tu as le déclic à l'intérieur de toi de te dire, ça y est, en fait, l'aventure, elle commence maintenant. Et c'est un état qui est hyper intéressant parce que tu quittes un peu les douleurs du début d'aventure où tu dois vraiment te faire parfois violence et où tu passes dans un état de plaisir et de te dire, bah voilà, maintenant je suis dans mon aventure et c'est pour ça que je le fais. C'est quoi la plus grande incompréhension que les gens ils peuvent avoir sur ton mode de vie? Je pense qu'au tout début, ça a été de pas comprendre comment je pouvais travailler si peu. Je pouvais travailler, avoir une période de travail de seulement 3-4 mois dans l'année et de pouvoir partir à l'aventure. C'était plutôt quand j'étais en mode voyage, tu vois, sur la Nouvelle-Zélande, les gens me voyaient pas dans l'aventure, ils me voyaient plus dans le voyage et se disaient, mais c'est injuste en fait. Dans le touriste, quoi. Ouais, voilà. C'est injuste. Pourquoi lui, il peut faire ça et pourquoi moi, je peux pas faire ça. Enfin, il y avait je pense, peut-être sous fond de jalousie parfois, tu vois, mais il y avait beaucoup d'incompréhension par rapport à ça et j'ai senti la différence à partir du moment où j'ai commencé à me lancer dans des aventures qui étaient un petit peu plus engagées. La traversée de l'Afrique en premier lieu, où en fait les gens se sont dit, beaucoup en tout cas qui me critiquaient, se disaient bah, en fait il fait quelque chose que moi je pourrais pas faire. Et à partir du moment où je suis arrivé là, en fait il y a eu la jalousie est passée peut-être sur quelque chose de plus respectueux. Les gens avaient un petit peu plus de respect pour ce que je faisais et je pense que la vraie incompréhension elle est là, elle est de se dire bah en fait moi j'aimerais bien faire ce qu'il fait mais je comprends pas pourquoi il y arrive, pourquoi il peut se permettre de faire ça. Il y a plein de gens qui me disaient mais c'est pas possible, il se fait aider par ses parents financièrement ou autre, comment il s'y retrouve, etc. Et en fait, c'est parce que t'es rentier, hein, c'est le moment de le dire. Et voilà, il fallait que j'annonce maintenant. Non, mais c'est juste de se dire. En fait, je pense que maintenant les gens comprennent que moi, je suis pas riche de mon argent, je vis très simplement, j'ai pas beaucoup de revenus, mais qui me suffisent pour vivre. Et je suis riche de mon temps et je préfère être riche de mon temps que de mon argent. Et on est dans une société où c'est très compliqué à comprendre. Le fait que l'argent est quand même central dans nos vies, gagner de l'argent, avoir une vie professionnelle, etc. C'est quelque chose d'assez central et donc je pense que c'est une incompréhension aussi de se dire comment on peut arriver à avoir ce détachement-là et mettre en place des choses. Il y en a qui y arrivent très bien, mais globalement, la norme de notre société est plutôt sur le fait d'avoir un métier, d'avoir une évolution professionnelle, d'avoir une stabilité aussi financière et je pense que ça fait partie des incompréhensions et des questions qu'on me pose énormément. Ouais. Oui, parce que les gens, c'est pas le chemin. Nous, on a le même âge, mais on n'a pas été élevés sur le chemin que tu as choisi, en fait. De base, nos projections, c'est un chemin traditionnel, mais parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Donc forcément, tous les gens qui nous entourent ont cette même vision, et quand tu prends juste un chemin de traverse, ça fait tout bizarre, quoi. Ouais, exactement. Si tu devais échanger de vie avec un athlète ou une athlète de haut niveau pour une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Je pense que c'est un sportif ou un aventurier ou les deux, mais qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence et qui est extrêmement connu, c'est Kilian Jornet. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon de pratiquer, dans son approche, notamment environnementale et dans cet amour qu'il a pour la montagne, pour la nature. Moi, quand j'ai fini ma période où j'étais en mode compétition, c'était quelqu'un que j'admirais énormément. Et ouais, je pense que j'aimerais bien être dans ses baskets, dans sa tête pendant une journée, peut-être pas plus parce qu'après je serais crevé. Est-ce que tu aimerais que ce soit la journée de l'UTMB ou est-ce que ce serait une journée juste classique, classique de Kilian Jornet? Je pense que j'aimerais bien une journée classique. Peut-être une journée de repos pour lui où il fait 35 km, tu vois, un truc calme. Non, mais vraiment, je trouve que son approche est hyper saine et c'est assez intéressant de voir les projets qu'il fait en off, de voir aussi les trails, mais de voir l'aspect entrepreneuriat et s'il a voulu changer par rapport à sa marque qu'il a créée, révolutionner un petit peu le monde du trail. Il a des croyances très fortes aussi et il a pas peur de s'opposer sur certains événements ou sur certaines politiques qui sont extrêmement fortes et je trouve que c'est beau en fait d'arriver à avoir un poids, avoir tellement de légitimité, tu peux finalement assumer vraiment tes convictions, tes choix aussi fortement, quoi.
À qui est-ce que tu aimerais que je tende le micro pour réaliser le même exercice qu'on vient de faire ensemble? Je pense que ça pourrait être trop intéressant de l'avoir, mais c'est plutôt dans une optique, c'est un peu aventure, c'est moins sportif, mais c'est une nana qui est partie à vélo et qui a rejoint l'Iran à vélo et qui a dessiné au long cours et qui a créé une BD qui s'appelle Plouéran, mais qui là en ce moment est en terre de feu et tout. Et en fait, moi, ce que je trouve trop chouette, c'est le fait de pouvoir dessiner. Enfin, j'aime trop en fait le fait de pouvoir exprimer ce que tu vis via une BD, via un dessin. Et elle le fait vraiment super bien. Donc, attends, je vais te retrouver son prénom. C'est trop intéressant que tu me parles d'une aventurière parce que quand je suis sortie de ta projection la dernière fois, ouais. On en a beaucoup discuté avec mon mec et moi en fait j'aurais aimé avoir un regard féminin, enfin d'une aventurière, ouais. Parce qu'il y a plein de choses dont tu parles où moi je me questionne sur des trucs de base, tu vois, typiquement sur tes menstruations en fait, comment ça interagit dans ce type d'aventure. Quand tu racontes ce réveil avec les gars et les kalachnikovs, moi je me mets dans ma peau de moi d'une fille, mais je serais tétanisée. Et tu vois, de partir toute seule en tant que femme, il y a aussi pas mal d'insécurité par rapport à beaucoup de choses. Et du coup, je trouve que c'est intéressant que tu recommandes une aventurière parce que moi, tu vois, c'était toutes ces questions-là que j'avais et que je me disais, je ne peux pas les poser à Quentin parce que de toute façon, il n'aura pas les réponses. Ouais, complètement. Donc, en fait, voilà. Non, mais c'est des aspects qui sont aussi importants de l'aventure quand t'es un homme, tu ne vis pas l'aventure de la même manière que quand t'es une femme, ou en tout cas, tu ne la prépares pas de la même manière aussi sur certains points qui sont importants. Quoi. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de femmes qui ont des questionnements comme ça, quoi. Et moi, je suis en fait beaucoup d'aventurières et je trouve que le meilleur moyen en fait d'enlever aussi ces peurs-là, c'est de s'entourer et de s'inspirer de ces femmes qui font des choses bien plus dingues que ce que je fais, sans forcément que ce soit beaucoup plus grand, intense ou autre, mais juste d'avoir l'impulsion de faire. Et donc du coup, la nana que je te recommande s'appelle Isabelle Del Real. Ok. Et c'est une francophone ? Ouais. Ok. Et en fait, moi je l'ai connue via son voyage où elle est partie pendant le confinement, c'était en 2021, de son village breton, et elle est allée jusqu'à Téhéran à vélo. Et elle a créé une BD qui s'appelle Plouéran, où elle a dessiné en fait son aventure au long cours. Et du coup, ouais, je trouve que c'est trop intéressant déjà comme moyen de partager ça, de pouvoir le faire via une BD, via des dessins, etc. Et surtout, oui, parce que l'aventure est mixte, l'aventure n'est pas genrée. Donc il y a des hommes et des femmes qui partent à l'aventure, et moi je mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Et comme je te disais, l'aventure africaine, moi, elle s'est inspirée d'une nana, Émilie, qui a fait ce même itinéraire en solo 5 ans auparavant. Et donc, ouais, je pense que ça peut être trop chouette d'interroger une femme aventurière qui a eu cette impulsion-là et qui pourrait te parler de tous ces éventuelles choses dont je ne peux pas te parler, comme les menstruations ou toutes ces choses comme ça qui sont essentielles, qui sont centrales et pour autant qui ne doivent pas bloquer les femmes à l'idée de partir à l'aventure, que ce soit une grosse ou une petite aventure. Quoi. Pour terminer, parce que ce podcast s'appelle Tribune et Podium pour faire le lien entre les sportifs et les supporters, toi, si tu te mets dans ta peau de supporter, quelle est l'équipe qui aura toujours ton cœur ? Solène, tu le sais très bien. Mais oui, mais c'est ma question traditionnelle de fin, je te la pose quand même. Ça va te faire du mal, mais évidemment, moi j'ai grandi dans le Chaudron, j'ai grandi à Saint-Etienne. Donc, on bipera. On coupera au montage. Mais non, évidemment, moi mes premiers vrais souvenirs de sport, les vrais même plus me regarder. les vrais ferveurs de supporters que j'ai eu, c'était dans le Chaudron, c'était à Saint-Etienne, c'était dans les COP et je me rappellerai toujours quand mes parents m'ont offert mon premier billet pour aller voir un match, c'était en Coupe Intertoto contre le Cluj FC ou un truc comme ça. Et je me rappellerai toujours de ce match parce que vraiment tu rentres dans une enceinte extraordinaire. T'as le droit de le dire. Et en fait, il y a une ambiance qui est hors norme et moi je me plais toujours à retourner dans ce Chaudron et rien que pour l'ambiance, pas forcément pour les résultats parce que c'est pas toujours au beau fixe, mais l'ambiance est toujours là en Ligue 1, en Ligue 2, peu importe. Et il y a une vraie ferveur et donc ouais, moi tous mes supporters, enfin mes souvenirs de supporters sont liés à Saint-Étienne, sont liés à ce maillot vert et mon cœur est vert. Donc, Mais figure-toi que je suis jamais allée au Chaudron et c'est quand même un problème dans ma vie de supportrice parce que j'aimerais quand même bien y aller
Rien que pour me faire une idée sur ces fameux supporters. Mais allons-y, c'est parti, allez, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris ce temps avec moi, c'était trop cool. On a appris plein de choses. Et puis, hâte de te suivre dans ce nouveau projet en Afrique. Carrément. Merci beaucoup, Solène. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!